la question qui se pose, c'est effectivement, est-ce que la science peut expliquer la conscience? Donc c'est un sujet à débat. Ce qui est sûr, c'est que les neuroscientifiques se sont emparés de la question depuis longtemps. Et ce qui est sûr aussi, c'est que observer les corrélats neurophysiologiques des processus de conscience, c'est du domaine de la science. Donc, évidemment, il y a un grand nombre de théories qui ont été développées, donc je ne vais pas rentrer en détail parce qu'Yves Goldberg va en parler plus tard, mais dans l'ensemble, ces théories sont souvent focalisées sur certains aspects de la conscience. Alors que quand même, l'expérience consciente, c'est une expérience multimodale et avec beaucoup de facettes. Donc, pourtant, même si elle s'intéresse à certains aspects de la conscience, on a toujours cette idée où on va parler de la conscience. Quoi. Et nous, dans le groupe, on s'est demandé, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de la conscience? Non. Déjà, il y a une polysémie du mot conscience, mais aussi dans les états de conscience, en fait, on est obligé de parler des états de conscience. Parce que quand bien même on parle de coma, eh bien, il y a différents états de coma. Quand on parle d'état de conscience modifié, il y a différentes formes de modification de l'état de conscience. On va y revenir toute la journée sur ces problèmes. Quand on regarde aussi au cours du développement, la conscience chez le nouveau-né n'est pas la même que celle qu'on peut constater chez l'homme adulte, par exemple. Alors, une question qu'on se pose aussi, c'est est-ce qu'on a différentes formes de conscience ou est-ce qu'on a simplement différents objets de conscience sur lesquels la conscience se pose? Ce qui est sûr, c'est qu'au cours de l'évolution, on peut voir que différentes formes de conscience sont apparues sur des organisations cérébrales qui sont extrêmement différentes. Si on regarde le corbeau ou si on regarde un homme, l'organisation est très différente. Et pourtant, on peut attribuer une certaine forme de conscience à ces animaux. Et on va revenir là-dessus au cours du débat à la fin de la journée. Alors, je crois qu'il ne vous a pas vraiment expliqué comment nous travaillons en fait. Donc, à Carben, on n'est pas des spécialistes. La majorité, voilà, c'est pas notre spécialité. Ce qu'on fait, c'est qu'en général, on lit des articles, on fait un résumé avec nos collègues, on en débat, et on relit d'autres articles, et on en débat, et ça tourne comme ça. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai toujours été très intéressée à croiser le développement avec l'évolution, de croiser l'ontogenèse avec la phylogenèse. Et donc, je vais vous parler un petit peu de deux articles sur lesquels on peut travailler ensemble. Alors, tout d'abord, l'ontogenèse, le développement. Alors, le premier à s'intéresser à la question est très certainement Jean Piaget. Et là, bon, voilà, en 64, qu'est-ce qu'il dit? Ben, voilà, à la naissance, les circuits sont de type stimulus-réponse. Il n'y a pas de représentation mentale à la naissance. Et le développement psychique va être dicté par le besoin, donc une forme d'adaptation du nouveau-né. Bon, 30 ans plus tard, on pense déjà très différemment. C'est-à-dire que là, c'est un article de Zelazzo et Zelazzo, en 98. Pour eux, ils ont utilisé beaucoup de stimulus sensoriels, auditifs, visuels. Et vraiment, ils arrivent à la conclusion qu'il y a clairement une conscience minimale chez le nouveau-né et qu'il y a une forme de représentation mentale déjà chez le nouveau-né. C'est-à-dire que quand il y a un objet, là je prends l'exemple du biberon, ben voilà, il y a une représentation de cet objet, il y a une mémoire de cet objet déjà chez le nouveau-né. Et il y a une intentionnalité au sens de Brentano, c'est-à-dire que c'est pas une conscience vide, elle est intentionnelle, elle est dirigée sur un objet, il y a un objet de conscience. Cette conscience est conative, c'est-à-dire qu'elle peut entraîner un mouvement. Donc, si on met quelque chose dans la main du nouveau-né, ben, il va le mettre à la bouche bien souvent. C'est quelque chose qui va. Et puis, elle n'est pas réflexive, c'est-à-dire qu'il a conscience de lui-même. Et donc, cette idée de toujours mettre les choses à la bouche, c'est quelque chose qui a un comportement un peu stéréotypique. Au cours de la première année, l'enfant va faire un très grand nombre d'acquisitions, mais celles qui sont intéressantes du point de vue de la conscience, c'est qu'il y a l'acquisition du langage, il y a l'acquisition du pointage du doigt, c'est-à-dire qu'il peut désigner un objet, mais aussi l'utilisation fonctionnelle des objets. C'est-à-dire que si on donne un téléphone dans la main d'un enfant, il va non plus le mettre à la bouche, mais il va le mettre à l'oreille. C'est-à-dire qu'il a conscience non seulement de l'objet, mais il a aussi conscience de la fonction de l'objet. Et l'idée que les auteurs proposent, c'est qu'au cours du développement, l'enfant va pouvoir avoir de plus en plus de représentations présentes à l'esprit en même temps qu'à la conscience, et donc pouvoir les combiner ensemble. Et à 2 ans, clairement, il y a une conscience réflexive. L'enfant se reconnaît dans le miroir, voilà, il sait, voilà, du petit moi, ce petit héros qui est devant. Voilà. Donc, si on reprend un petit peu les termes philosophiques, on peut parler quelque part ici d'une conscience phénoménale.
d'une conscience d'accès et d'une conscience réflexive, quelque chose comme ça qui va s'articuler ensemble. Si maintenant l'approche phylogénétique, c'est-à-dire comment est-ce que la conscience a évolué au cours de l'évolution. Donc l'article qui moi m'a fasciné, c'est cet article de Feinberg et Malat, publié en 2016. C'est un article qui repose sur les postulats de naturalisme. Enfin, voilà, le naturalisme biologique a beaucoup été réfléchi et discuté par Searle, un philosophe qui s'appelle Searle. Et donc le postulat, c'est que primo, la conscience repose sur des structures biologiques, qu'elle dépend sur des structures neurobiologiques, donc un système nerveux, et que toute explication de la conscience, cependant, toute explication de la conscience va requérir une approche multiple, donc non seulement neurobiologique, mais aussi philosophique, évolutive, psychologique, etc. Et la définition qui donne, voilà, la conscience phénoménale est le fait d'avoir une expérience subjective. Ça, c'est un petit peu leur préalable. Si on reprend ça sous la forme d'un diagramme, voilà, ces structures biologiques qui sont apparues il y a 3,5 milliards d'années, puis un système nerveux s'est adossé sur ces structures biologiques environ 580 millions d'années, et sur la base de ce système réflexe, ce système nerveux s'est complexifié avec plusieurs étages, avec des boucles, avec des systèmes sensoriels et affectifs, bref, une complexification du système nerveux et une centralisation du système nerveux qui est apparue il y a 520 millions d'années. Et l'idée, c'est quand même comment est-ce que cette structure biologique, comment est-ce qu'on peut rendre compte des états de la conscience à partir de cette structure biologique. Alors, ce que Denis a déjà pointé du doigt, c'est que voilà, les problèmes qui se posent là pour passer de l'un à l'autre, c'est que la conscience est quelque chose de référentiel, c'est-à-dire qu'elle fait référence, quelque chose de biologique dans le corps fait référence au monde externe. D'autre part, la conscience est unifiée, c'est-à-dire l'ensemble de l'expérience, on n'a qu'une seule expérience consciente. Quand bien même on a une multimodalité sensorielle, on n'a qu'une seule expérience consciente. D'autre part, comment est-ce que l'esprit psychique peut causer une modification du monde physique? Voilà, ça c'est le problème de la causalité. Et encore, voilà, l'expérience des qualia, c'est quand même une expérience éminemment subjective. Comment rendre compte de cette expérience des qualia? Et donc, les auteurs replongent dans l'évolution. Et pointent du doigt le fait que peu avant le Cambrien, 520 millions d'années à peu près, eh bien, il y a une très grande division qui s'est faite dans notre arbre, qui va séparer les diploblastes des triploblastes. Alors les diploblastes, c'est deux feuillets embryonnaires, on peut citer les éponges qui sont là. Et les triploblastes, c'est trois feuillets embryonnaires, donc ectoderme, endoderme et mésoderme. Et l'ensemble de ces diploblastes vont avoir un système nerveux. Donc très rudimentaire au début, voilà, les nématodes, les petits vers par exemple. Ici on voit les arthropodes, les annélides, encore des petits vers. Nous on est là du côté des cordées. Et puis ce qui est intéressant, c'est que voilà, parmi nos voisins, on a les céphalocordés qui sont la pieuvre à la sèche. Puis pas très loin, il y a les échinodermes aussi, c'est les oursins. Alors, ça c'est important. Donc ici on a un système nerveux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est à cette époque-là que se sont développés tous les systèmes de détection à distance, tels que l'olfaction, l'audition, la vision, ou aussi l'électroréception. Donc vous voyez tout un système, beaucoup de systèmes sensoriels de détection à distance. Et donc, on peut comprendre aussi, finalement, l'avantage de la pression évolutive de centraliser l'ensemble de ces informations à un système nerveux central qui va coordonner l'ensemble de ces informations provenant du monde extérieur. Si on regarde ici un système nerveux d'un cordé, donc un vertébré, voilà, un peu comme nous. Ici, le cortex, ici, les parties plus centrales, plus profondes. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que l'ensemble des informations provenant des récepteurs à distance vont transiter par le thalamus, puis par le cortex pour former une représentation du monde extérieur. De même, les entérocepteurs transitent également par le thalamus pour former une représentation du monde interne. Alors pendant longtemps, on a considéré que les voies thalamo-corticales étaient fondamentales
pour la conscience. Alors c'est clair que c'est nécessaire pour former une représentation. Mais voilà, ce qu'on voit, c'est que l'olfaction, typiquement, ne passe pas par le thalamus. D'autre part, toute représentation du monde qu'on se fait a une certaine coloration. C'est-à-dire que c'est bon, c'est pas bon, une coloration affective. D'accord? Et ça, les circuits affectifs ne passent pas par le thalamus, ça passe par les noyaux beaucoup plus internes du système nerveux. Alors, ces circuits affectifs sont importants parce qu'ils vont motiver le comportement. C'est-à-dire que si c'est bon, on s'en rapproche, si c'est pas bon, on s'en éloigne. Ces circuits affectifs sont sur un système nerveux distinct aussi. Enfin, on a ici des neurones qui sont de type sérotoninergique ou dopaminergique, par exemple. Donc c'est un système différent. Mais ce qui est intéressant, c'est que le système affectif s'est développé en même temps que les récepteurs à distance au ganglion. Et typiquement, même chez des organismes plus simples que les vertébrés, comme les gastéropodes, eh ben, on a aussi un système affectif adossé à un système moteur. Donc, c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est que ce système affectif fait référence à un moi, c'est-à-dire que c'est toujours moi qui ai peur de vous parler, ou c'est moi qui, voilà, qui suis là devant vous. Vous voyez, il y a une référence à soi avec le système affectif. Alors, la structure de l'argumentation est la suivante, c'est que le système, l'argumentation de l'article, le système nerveux devient complexe, il est organisé de façon hiérarchique par l'addition d'afférences sensorielles, de connectivité, d'affect. Une représentation mentale est formée par l'unification des poignards, l'unification des informations, en référence au monde externe et interne, et la composante affective va donner une valence à la représentation, elle va guider le comportement et engendrer une causalité mentale. Donc c'est comme ça qu'ils rendent compte de voilà, cette partie unification des poignards, la référentialité, la causalité. Bon. Eux disent, voilà, et il s'ensuit qu'une expérience subjective est éprouvée. Vous voyez bien que là, on a toujours encore un gap. Hein. Moi, je pense qu'on n'a pas franchi. Ceci dit, pour moi, de passer de là à là est déjà extrêmement difficile en tant que biologiste. Comment est-ce qu'on a un système nerveux va permettre une représentation mentale? Alors, les auteurs nous donnent une piste. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, rappelez-vous, on a des cartes isomorphiques dans le système nerveux. C'est-à-dire qu'il existe dans le cortex, chez nous, eh bien, des représentations point à point du monde extérieur, ou en tout cas des systèmes sensoriels. Ici, par exemple, c'est les cartes sensitives. Si on a cette partie de la lèvre qui est stimulée, eh bien, ce sera des neurones dans cette partie-là du cortex qui seront actifs. Et la stimulation du pouce, eh bien, c'est cette partie-là du cortex qui sera active. Donc, vous voyez, on a une représentation topographique de la sensorialité. Et des cartes comme celle-ci, on en a à plusieurs exemplaires. Il y a des cartes olfactives, il y a des cartes visuelles, il y a des cartes sensitives, etc. Plusieurs types de cartes. Donc une représentation point par point. Bon, chez la truite, le cortex est beaucoup moins développé. Il n'y a pas de cartes dans le cortex, mais elles sont dans le tectomotique. Vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est conservé. Et nous, voilà, ici à l'Institut de neurosciences, on travaille quand même beaucoup sur l'hippocampe. Et en fait, dans l'hippocampe, il y a clairement une forme de topographie. Également, on parle des place cells, cellules de lieu. Alors, c'est des cellules qui s'activent lorsque l'animal est à un endroit spécifique. Là, il faut imaginer une cage qui fait 1,50 m sur 1,50 m. L'animal, le rat, se déplace dans la cage. Il a des électrodes implantées, 32 électrodes implantées. Et puis, quand le rat se trouve à cet endroit-là dans la cage, ce sont ces neurones-là qui s'activent. Quand il se trouve à ces endroits-là, les neurones s'activent. Et quand le rat revient à cet endroit dans la cage, c'est le même neurone qui s'active. Donc, quelque part, comme lors d'une proto-représentation au sein de l'hippocampe de l'organisation, de une cartographie spatiale au sein de l'hippocampe. D'ailleurs, les auteurs, John O'Keefe, parlent un petit peu de GPS du cerveau, une façon de se repérer dans l'espace. Bon, ceci dit, et là c'est vraiment une ouverture à la discussion, c'est comment est-ce qu'on passe d'une carte à une représentation consciente. C'est, bien sûr, on a une carte isomorphique, c'est-à-dire qu'on a de l'information dans le cerveau, c'est une information objective, on peut la mesurer, quantifier, mais comment est-ce qu'on passe de cette information objective à de l'information consciente? En d'autres termes, quel est le rapport du format de la représentation du codage cérébral, donc activité neuronale,
quel est le rapport entre ce format-là avec le format de l'expérience qu'on a. Voilà. Il y a un passage difficile. Donc, si vous avez des idées, c'est gentil. La seconde question, c'est comment est-ce qu'on peut rendre compte de la singularité de l'expérience consciente. Une hypothèse, c'est qu'une représentation subjective a lieu quand il y a une représentation de soi qui est active en même temps. J'offre aussi à la discussion, si vous avez des idées. Ouais. C'est vraiment pour lancer le feu de discussion. Est-ce que vous pensez, l'un et l'autre, que la conscience peut être facultative? C'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément toujours présente, toujours là. Et si elle est facultative, est-ce que... pourquoi est-ce qu'elle a été sélectionnée par l'évolution? C'est la question à 1 milliard. J'ai pas de réponse à la question, mais effectivement c'est une question. Ouais. Pourquoi est-ce que ça a été favorisé? Qu'est-ce que ça apporte en plus? Par exemple, si on reprend la distinction entre conscience d'accès et conscience phénoménale, la conscience d'accès semble remplir toutes sortes de fonctions très utiles. Qu'est-ce qu'ajoute en plus la conscience phénoménale, notamment lorsqu'elle est distincte de la conscience d'accès? J'ai pas de réponse à cette question-là. Moi, je pense quand même que ça permet de... Quand on a une multiplicité d'afférences sensorielles, d'en avoir conscience permet la décision aussi. Sans conscience, tu as un organisme zombie. Non? Zombie. Un zombie? Ils ont une vivante auquel on n'attribue pas de conscience. Souvent, ils prennent une décision, dans le sens où, sur une bifurcation, prendre une branche plutôt que l'autre. Dans la conscience d'accès, vous parlez beaucoup de la perception du monde extérieur. Et dans ce monde extérieur, il y a des entités qui vont avoir des consciences, voire des consciences réflexives. Et puis on sait qu'il y a des phénomènes qui nous permettent d'avoir une certaine capacité de reconnaître quelque chose qui se ressent par des neurones miroirs, etc. À quoi ça sert cette conscience réflexive? Est-ce que c'est vraiment une conscience réflexive ou est-ce que c'est quelque chose qui participe à une relation entre peut-être des êtres qui auraient des consciences totalement facultatives, qui ne pourraient pas en avoir, et peut-être qu'une des raisons de l'émergence d'une conscience, c'est de devenir réflexive pour non pas être conscient de soi, mais des autres, non? Enfin, je ne sais pas, c'est totalement stupide, hein, pardon. Hein. Qu'est-ce que vous entendez par conscience réflexive? Ça peut recouvrir des choses très différentes. De soi. D'accord. Voilà, de soi. Voilà. La conscience de soi, ou par exemple la conscience de monitoring au sens où un système cognitif est capable de savoir ce qu'il est en train de faire et à partir de ce savoir-là, éventuellement de contrôler, de modifier ce qu'il est en train de faire. Oui, d'accord, mais moi ce qui m'intéresse, là c'est le premier niveau, mais moi ce qui m'intéressait c'est quand vous avez dit que dès qu'on commence à avoir un système affectif, on entre dans une conscience qui est réflexive. Et à quoi ça va servir? C'est au-delà des fonctions de simple survie. Est-ce que ça peut vraiment être complètement décorrélé du fait qu'on est relié à d'autres éléments avec qui on va se reproduire, etc. Est-ce que c'est pas déjà du social par nature? Est-ce qu'on doit démarrer de la conscience réflexive ou est-ce qu'on doit démarrer de la conscience, alors je ne sais pas si c'est collectif, mais quelque chose de global qui nous oblige à avoir une conscience réflexive et qui donc rend moins facultative le fait d'aller jusqu'à la conscience d'accès. Ok, je crois que je saisis. Ouais, je suis désolée, je suis pas claire. Oui, non, mais c'est des questions difficiles de toute façon. Bon, en ce qui me concerne, pour moi, la conscience de soi, la conscience réflexive, c'est simplement la conscience d'une représentation supplémentaire qui est moi. Voilà, j'ai conscience de moi. Et maintenant, l'idée, c'est que cette conscience de soi aurait un avantage en termes social. C'est-à-dire que si je n'ai pas conscience de moi, comment j'interagis avec les autres
quelque chose comme ça. Peut-être même pire. Est-ce que c'est pas un résultat de quelque chose qui vient de l'organisation collective? Est-ce que c'est pas une conséquence d'un collectif plutôt qu'une cause du collectif? Oui, très, très juste. Je pense que c'est très juste. Je pense que c'est très juste. Si on n'était pas fondamentalement des organismes sociaux, on n'aurait pas forcément besoin de cette conscience de soi. Et ce serait facultatif. Oui, j'aurais tendance à penser à dire qu'il d'abord il y a des niveaux de conscience de soi, c'est-à-dire il y a des types de subjectivité différentes entre le simple fait de sentir que par exemple quelque chose qui me touche est là et touche ce corps-là, voilà, et la notion de soi plus élaborée, éventuellement avec toutes sortes de propriétés conceptuelles, sociales précisément, qui constituent cette notion-là. Il y a des sens de ce que c'est qu'être subjectif pour la conscience qui sont différents. Et à mon avis, il faudrait d'abord distinguer entre ces différentes notions du soi qui sont en jeu dans l'idée de conscience de soi, avant de répondre à la question que vous posez. Oui, je comprends bien, évidemment, dans la complexité, mais déjà à ce niveau, même vous avez montré que l'affect apparaît très très vite au niveau de la génétique. Déjà là, on sait que... Est-ce qu'on sait déjà si les neurones miroirs apparaissent à ce moment-là, génétiquement ou après? Soyons prudents avec les neurones miroirs, parce que c'est vraiment sujet à débat, je pense. D'accord. Bon, la conscience de soi, je crois qu'elle est venue quand même très tardivement au cours de l'évolution. Je pense qu'il faut le... Enfin, voilà. Pour voir la conscience de soi, c'est l'étape du miroir. L'homme se reconnaît dans le miroir, l'éléphant se reconnaît dans le miroir, le dauphin se reconnaît dans le miroir, le poulpe, voilà, le poulpe c'est mon préféré. Bon, voilà, et l'autre, non, c'est pas encore tout à fait ça. Et donc, non, c'est discutable, hein, c'était comme ça. Oui, vous avez deux questions de numéro 5. Oui, on a tous un hippocampe, on a tous des cellules de lieu, tous des cellules de grille, et pourtant, il y a des gens qui n'ont pas de sens de l'orientation. Il y en a qui l'ont, il y en a qui n'ont pas. Est-ce que la conscience, à ce niveau-là, est un manque de conscience active, où, disons, passivement, on reçoit les mêmes informations, mais on ne les exploite pas forcément? Parce qu'il y a de ça quand même. Il faut l'intégrer, l'information. Le nouveau-né, combien même, je ne pense pas qu'il va probablement avoir des informations sur la position de sa tête, ou voilà, ça c'est des informations qu'il va avoir, mais de l'orientation dans l'espace, je pense qu'il ne va pas être à même les intégrer, donc c'est l'apprentissage qui va. Oui. Bon, il me semble que le problème, on parle de particules qui n'ont pas de conscience, ensuite plateaux qui n'ont pas de cellules, etc., jusqu'à l'homme, qui donc dans ce schéma, on ne comprend pas pourquoi lui a une conscience, parce qu'il pourrait très bien ne pas en avoir, être un zombie, et bon, enfin, c'est le problème difficile de la conscience de Chalmers. Ces dernières années, il y a eu des théories physiques qui donc sont basées sur l'information. On dit que la réalité, ce ne sont plus des particules élémentaires, ou l'espace, ou le temps, c'est uniquement de l'information. Mais l'information suppose de la conscience. Donc si on part d'une réalité élémentaire qui est... oui, alors l'information, effectivement, il y a... donc c'est également un problème difficile. Mais si on part d'une réalité élémentaire qui est à la base consciente, ensuite cette conscience se propage dans les différents niveaux. Elle est vraiment absolument minimale au départ et progressivement elle se complexifie. On n'a plus ce problème. Alors, difficile. Cet après-midi, on aura peut-être quelques minutes pour lire là-dessus, parce que là, je crains que ça nous amène vraiment trop loin. Il ne nous reste pas beaucoup de temps avant l'exposition. Okay. Moi, c'est l'idée d'une conscience originaire qui se développe. Oui, c'est quelque chose, c'est une proposition. Je pense c'est une motivation pour rester après le déjeuner. On a encore le temps pour une question et demie. Pour
expérience phénoménale, c'est que je ne peux comprendre la conscience phénoménale qu'en faisant des distinctions entre au moins deux types de conscience phénoménale. L'une que j'appellerais conscience phénoménale amont et l'autre aval. Par exemple, je regarde quelque chose et je sens que c'est bleu. Et puis, tout un processus se déclenche et il y a un moment où je sens que j'ai senti quelque chose, que c'était un objet, que c'était bleu, etc. Et je crois que c'est une distinction qui est extrêmement importante parce qu'on parle de deux choses quand même de niveaux très très différents. La conscience amont, peut-être qu'on peut arriver à comprendre un peu, à imaginer des explications, et la conscience finale, la conscience juste après, celle vraiment de sentir qu'on sent, me semble, de mon expérience phénoménale, pas très réductible. Je me demande ce que vous appelez amont et aval, c'est pas la distinction entre la situation dans laquelle vous avez une conscience phénoménale sans conscience d'accès et la situation dans laquelle la conscience phénoménale est doublée d'une conscience d'accès. C'est-à-dire vous réalisez que vous sentez telle chose et par conséquent le contenu de l'information que vous avez dans la première situation, il y a quelque chose qui apparaît, devient, comme si on reprend les termes de Bloch, devient disponible pour un traitement, une utilisation par le système cognitif. Peut-être que c'est ça que vous avez en tête, c'est-à-dire la conscience finale à laquelle se rajoute, parce que les deux peuvent aller de pair, évidemment, même s'il y a des situations dans lesquelles elles se distinguent, ce qui motive le fait qu'on les distingue conceptuellement, mais il y a évidemment des situations dans lesquelles les deux vont de pair. La conscience finale est doublée de conscience d'accès. Non, ce n'est pas du tout de ça que je parle. Alors, la discussion, par exemple, on dirait au buffet. Je mettrais quand même qu'entre les deux, je pense qu'il y a une étape qui est de l'ordre du langage, c'est-à-dire qu'on se représente les choses, on s'en fait un petit discours interne, mais on va discuter.